Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'identité de genre ? En fait, l'identité de genre, c'est une question qui est assez complexe, finalement, et qui va, à mon sens, remuer pas mal de choses au niveau de la société. Donc, c'est pas étonnant qu'elle pose des questions. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais, quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois, c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy Étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavan et aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir à nouveau Jérôme Lassinga. Psychologue clinicien et art thérapeute, nous aborderons aujourd'hui avec Jérôme les sujets de l'identité de genre et son impact sur la santé mentale. Il va répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser et vous partager ses conseils. Bonjour Jérôme et merci d'être là. Bonjour et merci de cette nouvelle invitation. En effet, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui parce qu'il faut savoir que nous avions déjà enregistré un épisode sur la saison dernière, donc vous êtes un peu devenu le psychologue référent du podcast aujourd'hui et c'est vrai qu'on vous pose beaucoup de questions et toutes celles qu'on n'ose pas poser, que ce soit les auditeurs ou moi-même. Et nous avions abordé d'ailleurs sur le dernier épisode les sujets de la consultation psy et de l'anxiété. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes d'écoute et je vous remets bien sûr le lien en description. Avant de commencer, j'ai une première question. Comment allez-vous ? Et si vous étiez une émotion, laquelle vous seriez ? Je vais très bien, mieux que la dernière fois parce que je ressens quand même un peu moins de stress en étant déjà venu une fois. Et puis si j'étais une émotion, je serais la joie. Et est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs qui vous découvrent aujourd'hui ? Oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc je m'appelle Jérôme Lassinga, je suis psychologue et art thérapeute, donc j'exerce dans les Yvelines au Mureau en cabinet libéral. Je fais partie du dispositif Santé Psy Étudiant et que dire d'autre ? Je vous laisse présenter peut-être votre métier en quelques mots Ouais. et rappeler la différence avec le métier de psychiatre peut-être ? Alors, l'idée du métier de psychologue, c'est déjà de permettre aux personnes d'avoir un espace pour évoquer des problématiques, pour parler de ce qui peut leur poser problème, peut leur provoquer des souffrances. En tout cas, c'est un espace qui se veut bienveillant, dans le non-jugement. Je pense que ça, c'est important déjà. Et de recevoir, ça c'est la première étape, c'est de recevoir la parole. Après, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur ces problématiques avec différentes techniques, qu'elles soient analytiques, là je pense à la psychanalyse, qu'elles soient plutôt sous forme d'exercice au niveau des thérapies cognitives et comportementales, et encore d'autres, puisqu'il existe tout un champ de psychothérapie multiples. Pour ma part, dans les consultations, je reçois également dans le cadre d'art-thérapie, donc où on va travailler ces souffrances, mais à travers les outils artistiques, et notamment l'art plastique me concernant. Concernant la différence entre le psychologue et le psychiatre, c'est important de rappeler que le psychiatre est un médecin, qu'il est le seul à pouvoir prescrire des médicaments. Le psychologue vient finalement en soutien ou en plus du médecin psychiatre pour travailler vraiment en profondeur les problématiques. Et donc les deux sont vraiment complémentaires. Et là, je pense notamment dans le cadre de l'anxiété ou de la dépression, où parfois les émotions sont tellement fortes qu'elles nécessitent une prise médicamenteuse qui va venir abaisser, atténuer un petit peu l'intensité émotionnelle et donc permettre de travailler sur les causes finalement de ces troubles. J'ai une petite question, quand on est psychologue, il doit aussi nous arriver d'aller mal. Du coup, est-ce qu'un psychologue consulte un autre psychologue ? Alors, je pense que c'est essentiel. Dire qu'on va parler en psychologie de supervision. La plupart des psychologues vont voir un autre psychologue pour évoquer des situations qui sont problématiques et qui peuvent faire écho aussi à leur propre vécu. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se fait de manière régulière. Et puis, on a aussi des groupes d'intervision, c'est-à-dire qu'on se réunit entre psychologues pour évoquer aussi des situations qui sont compliquées, des situations problématiques, et là réfléchir ensemble à trouver des solutions. D'accord, donc ça fait partie intégrante de votre pratique au final, d'aller consulter vous-même un psychologue ? Ça fait partie intégrante de la pratique, et je pense que même si
Dans la formation, on en parle, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce besoin-là. Très vite, dans la pratique, on sent que on ne peut pas, humainement parlant, recevoir la souffrance de tout le monde et pas avoir un espace où aussi, nous, on peut en parler. Sachant que, comme je vous dis, il y a des situations qui vont forcément faire écho à notre propre vécu. Puis on reste des êtres humains, finalement. Donc, il y a ce besoin-là. L'identité de genre a récemment été au centre de beaucoup de débats passionnés et parfois caricaturaux. On va ici essayer d'apaiser le propos et de rentrer dans le fond du sujet afin de pouvoir accompagner au mieux les personnes qui se questionnent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'identité de genre ? En fait, l'identité de genre, c'est une question qui est assez complexe, finalement, et qui va, à mon sens, remuer pas mal de choses au niveau de la société. Donc, c'est pas étonnant qu'elle pose des questions. Mais en soi, l'identité de genre, c'est la manière dont une personne se perçoit dans son être, dans sa manière d'être, qu'elle soit en lien ou pas avec son identité sexuée. Donc, en soi, on a tous une identité sexuelle. On est homme ou on est femme, bien qu'il y a aussi l'intersexué qui fait partie des catégories de naissance. L'intersexué, peut-être pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ? Oui, alors, biologiquement parlant, on catégorise l'appareil génital masculin, féminin, et finalement, on se rend compte que pour 1 à 2% de la population, ils naissent avec ce qu'on va appeler les deux sexes, plus ou moins identifiés à la naissance. Ce qu'on appelle aussi des hermaphrodites, c'est ça ? Tout à fait. Donc vous avez des hermaphrodites où effectivement les deux sexes vont être complètement confondus, et puis vous en avez où il y a quand même un sexe qui va prédominer plutôt que l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Le genre, lui, vient finalement se calquer sur ce qu'on va reconnaître ou se reconnaître en tant qu'homme ou en tant que femme, ou en tant qu'autre, finalement. Et c'est là où ça pose plein de questions, parce que l'identité de genre, elle est forcément dépendante de la société, de la culture, du milieu social où on est, du pays où on vit. Enfin, ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Et on le voit que très vite, quand on a un petit garçon, on va lui attribuer la couleur bleue, on va lui attribuer comme ça des stéréotypes. Et pareil pour les filles, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de clichés, finalement, qu'on va attribuer au sexe et du coup au genre. Donc on a le genre féminin, le genre masculin qui va être déterminé par tout un tas de stéréotypes. Mais finalement, il peut y avoir des moments où on ne va pas se sentir dans ce genre-là. C'est-à-dire que tous les attributs qu'on va donner au garçon ou à la fille, on va peut-être se sentir très éloigné de tout ça. Et c'est ça un petit peu l'identité de genre. C'est la manière dont finalement on se perçoit, que ce soit en lien ou non avec son sexe. Et quelles sont les différentes identités de genre ? Il y a uniquement homme, femme ? Alors, il y en a d'autres qui rentrent en compte. En fait, si vous voulez, on va qualifier un petit peu les personnes de cisgenre quand elles correspondent. Finalement, elles s'attribuent très facilement les codes, on va dire ça comme ça, les codes de leur sexe, et du coup sont totalement en adéquation avec leur genre. Et puis, vous avez les transgenres qui, eux, vont se ressentir l'opposé ou pas en accord avec, finalement, le genre d'attribution. Vous avez aussi les agenrés qui vont se considérer comme n'appartenant à aucun des genres. Comme les non-binaires, c'est encore quelque chose de différent. En fait, tout ça est en parallèle et lié sans être lié. Et c'est là où c'est très complexe, finalement, à définir. Le non-binaire va effectivement ni se considérer en tant qu'homme, ni vraiment en tant que femme, mais c'est aussi en termes d'attirance. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que là, on est vraiment sur, est-ce que moi, je me considère, est-ce que je suis OK avec les codes qu'on veut un peu m'imposer ? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un s'interroge sur son genre ? Je pense que c'est naturel. Dans l'enfance et dans l'adolescence, on va forcément, à un moment donné, se poser la question du genre, de est-ce que, est-ce que je me sens un garçon, est-ce que je me sens une fille. Je mets des guillemets parce que c'est très réducteur, mais où est-ce que finalement je me sens un garçon mais qui aime des choses qui vont être beaucoup plus attribuées au côté féminin ? Est-ce que, pour aller dans l'extrême, est-ce que vraiment je me sens vraiment en adéquation avec mon corps ? Et là, on est dans un autre extrême. Et quelle est la différence avec l'expression de genre ? Ça, c'est une question où là, je maîtrise peut-être un peu moins bien la notion, mais il me semble que l'expression du genre, c'est ça, c'est exprimer les codes stéréotypés de son genre. Et dans l'identité de genre, c'est la manière dont on se perçoit. Est-ce qu'on se perçoit en adéquation avec
avec le genre sociétal en fait qu'on nous attribue. Est-ce que l'identité de genre est forcément liée à mon orientation sexuelle ou pas du tout, c'est totalement décorrélé? Bah, c'est totalement différent, même si c'est en lien, mais on peut très bien être transgenre et finalement être dans une orientation sexuelle homosexuelle, être cisgenre et puis être, je sais pas, asexuel. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont séparées. Est-ce que l'identité de genre peut évoluer au fil des années? Par exemple, on peut se sentir femme en étant adolescent, puis ça évolue un peu plus tard, puis ça réévolue encore un peu? Oui, ça peut évoluer avec le temps. C'est vrai que quand les enfants, voire les adolescents, expriment déjà des différences de genre, on va remarquer que c'est quand même très marqué et que ça va rester assez fixe finalement en grandissant. Maintenant, il y a très bien à des moments, et ça c'est en termes d'identité, mais comme toutes les identités, on va se ressentir peut-être davantage en adéquation avec le côté masculin et puis plus après avec un côté féminin ou peut-être aucun des 2. Et j'ai envie de dire, c'est comme, est-ce que, je me sens bien dans mon identité professionnelle, dans mon identité sociale, voilà, dans mon identité amicale? Enfin, on va décliner un peu les choses comme ça et effectivement, ça évolue, dans le temps, mais parce qu'on est des êtres humains avant tout et on évolue en fonction des expériences, en fonction de la vie. Et que faire si mon identité de genre ne correspond pas à mon sexe de naissance? Déjà, je pense que c'est là où on commence à percevoir qu'il y a de la souffrance. L'important, bon, c'est un peu bateau de le dire comme ça, mais c'est d'en parler. Donc d'en parler à des personnes de confiance. Alors, il faut pouvoir accompagner aussi, je pense aux enfants et aux adolescents, les parents dans ces questionnements-là, mais quand on est jeune adulte, ça peut être aussi d'en parler à des amis, enfin vraiment à des gens en qui on a confiance. Et puis après, c'est d'aller consulter pour se renseigner, ne serait-ce que ça. Et justement, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui accompagne un proche, qui est en plein questionnement sur son identité de genre, que ce soit un enfant, un parent ou un ami? Je pense que c'est de rester, à l'écoute et pas dans le jugement. C'est-à-dire qu'on va très vite entendre, peut-être des craintes, des appréhensions, de savoir si c'est normal, si c'est pas normal, de se poser la question. Enfin, c'est vraiment de rester dans l'écoute et d'accompagner en tout cas le questionnement. Peut-être en faisant des recherches aussi ou en s'intéressant. Aujourd'hui, on en parle quand même davantage. Il y a des reportages qui sont, assez pertinents. Il y a des livres aussi qui peuvent ouvrir à ce questionnement. Je pense, un livre, alors, c'est un psychologue et c'est un de mes formateurs. C'est Mehdi Litrani qui a écrit un bouquin sans question sur la transidentité. Et pourquoi ce type de livre est important pour vous? Alors, le livre sans question sur la transidentité, je le trouve intéressant parce qu'il aborde de manière très simple la question du genre. Finalement, la question du genre, de la dysphorie de genre, de l'identité sexuée, de la transidentité et toutes les questions qu'on peut se poser à l'adolescence. Et finalement, avec un regard assez bienveillant et expliqué de manière très simple. Il permet aussi de retracer un peu l'historique. Et ça, c'est intéressant de voir que cette question du genre, finalement, elle date pas d'hier et que déjà, parfois dans l'Antiquité, on pouvait se poser ces questions sur le C'est vrai genre. qu'on a tendance parfois à dire: «Ah mais c'est un sujet très actuel, c'est les jeunes Oui, mais d'aujourd'hui». pas du tout. Mmh. Pas du tout. C'est-à-dire que je crois que dans le bouquin, on voit bien que peut-être au Moyen Âge, alors je pourrais pas reciter vraiment la référence, mais ça, il faut aller voir le livre pour Je ça. mettrai le lien en commentaire d'ailleurs pour celles et ceux que ça intéresse. Mais au Moyen Âge, il fait référence à une personne qui avait vécu toute sa vie, donc qui était né homme et qui avait vécu toute sa vie en tant que femme. Donc il y avait déjà, alors il n'y avait pas les opérations, il n'y avait pas Mmh. les prises d'hormones, etc. Mais il y avait déjà ces questions-là. Je pense, pareil, l'histoire de Mulan, enfin, c'est une histoire qui est quand même historique, qui Mmh. est vraie. Et on est pareil dans quelque chose qui vient rebousculer un petit peu la place et le rôle de la femme dans la société la chinoise. En France, alors je pense que c'est une rumeur, mais vous avez l'histoire du chevalier Déon, enfin voilà, qui était une femme forcément, qui se mettait des attributs masculins pour OK. aller en guerre. Je Enfin, connaissais pas. donc on voit bien que c'est une question qui date pas d'aujourd'hui. Et ce livre, il retrace un petit peu tout ça. Et en plus, il y a plein de références. Vous avez plein d'associations aujourd'hui qui accompagnent ces questions de transidentité et questions de genre, notamment les associations LGBT. Donc, et il y a plein de références dans ce bouquin. Et pour des jeunes, pour des proches, ça peut être hyper intéressant de pouvoir se dire, ah bah tiens, moi j'habite dans telle ville, bah, je peux m'orienter peut-être vers telle association. Au moins, voilà, c'est dans un bouquin, ça a été vérifié. Enfin, je sais que je vais bien être reçu et accompagné. Et justement, vous, en consultation, est-ce que vous avez vu augmenter, le nombre de personnes qui se questionnent sur leur genre? Oui, j'ai vu que la parole, en tout cas, Plus libérée? était plus libérée, ouais, était délivrée depuis quelques années. Et les
personnes, alors notamment les jeunes, les jeunes adultes en tout cas, je trouve intéressant parce qu'ils viennent re-questionner ça aussi de manière plus libre. Et que ce soit dans la manière de s'habiller, dans la manière dont ils veulent qu'on les appelle, dans la manière de se coiffer. Enfin, il y a vraiment quelque chose aussi de très physique où les jeunes adultes viennent re-questionner aussi cette catégorisation du genre. Je trouve que ça invite à davantage de réflexion et de parole. Et justement, ce questionnement, il concerne particulièrement les jeunes ou ça concerne tous les âges? Alors, dans mon cabinet, j'ai vu plus de jeunes. Alors, jeunes, ça va je veux dire jusqu'à 30 ans. Hein. Le réel questionnement sur l'identité de genre, elle va venir dans l'adolescence, très souvent. Et c'est beaucoup les adolescents qui viennent consulter parce que ça reste des adolescents qui subissent encore du harcèlement. Et très souvent, ils viennent avec cette problématique-là, c'est-à-dire que la souffrance qui est engendrée par les questionnements qu'eux peuvent avoir. Le sujet fait souvent polémique dans les médias, on l'a encore vu récemment avec la rédaction du nouveau programme d'éducation sexuelle. Est-ce qu'il est important de familiariser les enfants aux questions de l'identité de genre? Je pense que c'est essentiel. J'ai lu récemment un livre, alors je ne me rappelle plus de l'auteur, mais un livre pour enfants, hein, vraiment destiné aux enfants, qui s'appelle Lady Papa. Et en fait, où on voit c'est l'histoire d'un petit garçon qui parle de son papa, qui est travesti. Et du coup, de la famille qu'il a avec ce papa. Et justement, ça ouvre à la tolérance. C'est-à-dire qu'on est multiples. Et c'est ça qui est important et je pense qui est essentiel avec ces questions du genre. Je pense que si l'éducation est faite plus tôt, finalement, je trouve que ça a créé moins de problématiques plus tard. Il y a moins de... voilà, il y a vraiment une ouverture d'esprit par rapport à la différence et le fait de pouvoir se sentir différent ou de pouvoir ne pas se sentir en adéquation totale avec un genre voilà, où il y a des critères qui ne nous sont pas attribués. Alors, tout bêtement, hein, de dire qu'un petit garçon, par exemple, ne pourrait pas jouer, c'est très bête hein, ce que je veux dire, mais ne pourrait pas jouer à la poupée ou qu'une petite fille aux petites voitures. Enfin, moi, encore dans les cours d'école, on entend ça, que les garçons, c'est le foot et c'est Spider-Man, et les petites filles, c'est Barbie et la dinette, quoi. Alors que aujourd'hui, on voit bien que les choses ne sont pas aussi figées que ça. Et que tout ça, ça dépend aussi de la manière dont on perçoit la société. Et c'est là où la question, à mon sens, vient à créer la polémique. C'est qu'elle vient reconsidérer ou redistribuer le modèle un petit peu patriarcal sur lequel on a grandi et où chacun doit avoir un rôle et ne pas en sortir. Et c'est ça qui vient créer la problématique de fond. En fait, il ne devrait même pas y avoir de questions sur ce sujet-là. Il ne devrait pas y avoir de questions. Et ça, les études psychologiques, elles le montrent. Moi, je me rappelle déjà à mon époque, parce que j'ai été diplômé en 2009, donc ça remonte un petit peu, mais on n'avait pas beaucoup de cours sur la notion de genre, mais je me rappelle d'études qu'on étudiait dans les cours d'anglais où on mettait des enfants comme ça, on leur mettait des jouets à disposition et finalement on voyait bien que de manière indéfinie, les petits garçons ou les petites filles se dirigeaient vers les mêmes jouets. En fait, c'est-à-dire qu'un petit garçon pouvait se saisir de la poupée sans forcément de catégorisation. Finalement, ça montrait que de manière naturelle, l'enfant, le petit enfant, lui, il se pose pas la question, il se dit pas voilà, moi je suis un garçon, alors je dois jouer aux petites voitures, c'est-à-dire que je joue avec ce qui m'est proposé. Et c'est là où... Et ce qui me fait envie au final. Et ce qui me fait envie, exactement. Et c'est là où ça remet tout en question le côté du petit garçon qui doit se bagarrer, ou de la petite fille qui doit, elle, être plutôt maternante et pouponner. Du coup, ça revient vraiment à tout remettre en cause dans l'éducation qu'on fait de nos enfants, parce que comme je vous dis, on l'entend encore dans les cours d'école, on l'entend encore auprès des enseignants. Et du coup, ça catégorise finalement très vite et très tôt les enfants qui n'ont pas ces critères-là de manière naturelle. Et ça éviterait au final beaucoup de mal-être et beaucoup de harcèlement aussi par ricochet. Ouais. Je pense que plus ces questions sont abordées tôt, effectivement, ça éviterait qu'à l'adolescence, qu'à l'âge adulte, les gens se sentent mal quand ils ne se sentent pas forcément en adéquation avec certains codes.
Le terme dysphorie de genre décrit le sentiment de détresse ou de souffrance qui peut être exprimé parfois par les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se manifeste la dysphorie de genre? On va dire que la dysphorie de genre, ça va être toutes les répercussions de cette souffrance-là, et elle peut prendre différentes formes. On va avoir des éléments qui vont être rattachés à la dépression, à l'anxiété, parfois à de la scarification, enfin des mutilations du corps, puisque la souffrance est tellement intense qu'on a envie de se débarrasser finalement de ce corps avec l'émergence d'idées noires, voire d'idées suicidaires qui peuvent aller jusqu'à la tentative de suicide. Donc en fait, la dysphorie de genre, elle va se manifester comme ça. Et est-ce que toutes les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à leur sexe de naissance vont souffrir ou peuvent souffrir de dysphorie de genre? Mais non, en fait, voilà, c'est là toute la question et c'est là toutes les limites aussi de la nomenclature là, en psychologie et en psychiatrie, puisque pour resituer la dysphorie de genre, elle fait partie dans le DSM, donc qui est le manuel en fait de référence en psychologie et en psychiatrie aujourd'hui, qui est le manuel mondial de référence, elle fait encore partie des troubles psychiatriques. Et en fait, on voit bien que même dans les critères qui définissent la dysphorie de genre, on est encore dans des stéréotypes de genre. Par exemple, il y a une question qui est de savoir si on a eu le sentiment ou l'envie de vouloir s'habiller dans le genre opposé. Alors que ça ne veut pas forcément dire qu'on se questionne. Exactement, ça ne veut pas forcément dire qu'on se questionne sur son identité. Il y a vraiment des gros travaux. Il y a encore du travail à faire sur la question. Et donc, on voit bien finalement qu'il n'y a pas de cette dysphorie de genre. On n'est pas dans une souffrance, on est dans un questionnement, on est dans peut-être un ressenti de différence. Et puis, finalement, voilà, des jeunes qui vont mettre en place des choses pour évoluer dans leur genre ou la manière dont eux se considèrent. Et on voit bien qu'il y a un décalage comme ça. La dysphorie, elle apparaît quand là, la souffrance, elle est extrême, finalement. Et justement, quels sont les symptômes pour qu'on puisse faire la différence avec un simple questionnement qui nous pèse un peu et vraiment la dysphorie? C'est dès que les symptômes vont, comme je vous dis, être attachés à des éléments dépressifs, dès qu'on va avoir des mutilations, enfin, je pense que ça c'est quand même assez grave, dès qu'on va avoir un sentiment d'isolement, un sentiment de mal-être profond, l'émergence de troubles de l'humeur, enfin vraiment dans ces conditions-là, on va pouvoir parler de dysphorie et là ça nécessite quand même une prise en charge importante. Et quelle est la première chose à faire si je souffre de dysphorie de genre? Je pense que c'est d'aller consulter et quand il y a une dysphorie, en tout cas qui est marquée, c'est peut-être d'aller consulter un médecin psychiatre, là pour le coup, qui puisse poser un diagnostic. Parce qu'à partir de là, il peut y avoir des choses qui peuvent se débloquer, notamment quand la dysphorie de genre est reconnue, il peut y avoir une ALD qui peut être mise en place et du coup, s'il y a nécessité de prendre des traitements, de prendre des choses, enfin, tout ça d'un seul coup devient pris en charge. On appelle ça un arrêt longue durée, mais c'est ce qui permet finalement que pour certaines pathologies qui sont reconnues dans le cadre d'une ALD, les traitements médicamenteux, les traitements hospitaliers, etc., soient entièrement pris en charge, sans avance de frais. Quand la dysphorie de genre elle est diagnostiquée, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Et est-ce que la dysphorie peut mener à une dépression ou de l'anxiété? Bien sûr. Oui, en fait, ça va être ça. C'est-à-dire que dans la dysphorie de genre, finalement, ce qu'on va reconnaître de dysphorique, c'est les répercussions que le problème identitaire va engendrer sur sa vie. Et donc, va engendrer des dépressions qui peuvent être sévères, qui va engendrer des prises de toxines, de l'alcoolisme, de la mutilation. Enfin voilà, tout ça peut effectivement être observé dans le cadre de dysphorie importante. Et du coup, c'est toujours intéressant de le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous redire comment s'exprime une dépression et comment on peut faire la différence avec une simple déprime? Alors oui, donc la dépression, ça fait partie des troubles de l'humeur. Elle peut revêtir différentes formes, c'est-à-dire qu'on va parler de la dépression légère, de la dépression modérée ou de la dépression sévère, mais dans toutes ces formes, finalement, on va retrouver les mêmes symptômes. Ce qui va changer, c'est l'intensité du symptôme. Donc ça va très souvent se manifester par une perte de motivation, une perte d'envie, un élan vital qui va être complètement brisé et progressivement des gens qui vont rester chez eux, ne plus pouvoir aller dehors, aller travailler, aller vaquer à leurs occupations. Donc il y a vraiment cette perte vraiment d'envie et du coup qui est associée à une fatigue qui est assez intense et qui n'est pas une fatigue
comme on connaît. C'est-à-dire que ça va pas être la fatigue de voilà, j'ai pas dormi, donc je suis fatigué. C'est vraiment quelque chose qui pèse à la fois au niveau du corps et de l'esprit. Et ça, c'est assez caractéristique. C'est vraiment impalpable du moment qu'on ne l'a pas vécu. Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui vont être conscientes à la fois de pas pouvoir faire, donc en plus qui vont culpabiliser sur leur état, mais qui en même temps n'arrivent pas en fait à engager l'action. On parle parfois aussi de la notion de durée. Une déprime serait plus ou moins longue qu'une dépression. Alors c'est vrai que vous m'avez posé la question de la différence avec la déprime. La déprime, j'ai envie de vous dire, tout le monde peut la vit quotidiennement. C'est-à-dire que la déprime, c'est le jour où je me lève et que je me sens pas très bien, j'ai pas envie d'aller bosser, je suis un peu chafouin. Voilà, c'est ça la déprime. La dépression, on est vraiment effectivement dans un stade au-dessus, où on est dans une intensité qui est beaucoup plus importante et dans une durée qui est beaucoup plus longue. Et donc vous avez autant des dépressions qui peuvent être réactionnelles, qui peuvent être saisonnières. Donc vous avez des dépressions qui peuvent être suite à un échec d'études, à un échec de formation, à une perte amoureuse, à un deuil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des dépressions réactionnelles, qui font finalement partie d'un processus psychique qui peut être normal, mais qui est quand même à suivre en fonction, pareil, de l'intensité. Et puis, vous avez des dépressions chroniques, où là, vous avez des personnes qui peuvent vivre à vie avec ces éléments dépressifs-là, puisqu'il va nécessiter une prise en charge particulière, un traitement, un rythme de vie, une hygiène de vie à mettre en place. Et là, je vous renvoie un peu à la vidéo. Il y a une vidéo sur YouTube qui est plutôt bien faite, qui s'appelle « Le chien noir de la dépression ». En fait, c'est une personne qui, sous forme d'un petit dessin, en fait, a représenté sa dépression comme un chien. Et elle explique bien le cheminement. C'est-à-dire que pour elle, elle guérira peut-être pas de la dépression, mais c'est qu'elle va apprendre à apprivoiser et donc à vivre avec cette dépression. C'est plutôt bien fait. Et après, c'est tout un tas de techniques de mettre en place de la méditation. Ça, on en avait parlé un petit peu avec l'anxiété sur le premier podcast, mais ça va être de mettre en place une pratique sportive. On sait que tout ça, ça fait du bien. Et puis peut-être la prise d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, souvent. Et là, je pense que c'est important de répéter qu'il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs, parce qu'il y a beaucoup cette notion qui, moi, a été abordée au cabinet il y a peut-être 2-3 ans, je sais pas, tout le monde venait avec cette appréhension de devenir dépendant aux antidépresseurs. Donc je pense que ça, c'est important de le rappeler. C'est vraiment quelque chose qui va venir atténuer finalement certains symptômes négatifs de la maladie. Je parlais de cette fatigue, de ces problématiques d'humeur, etc. Ça vient un petit peu les atténuer pour permettre à la personne finalement d'être plus ouverte à l'élaboration et à travailler sur le fond de pourquoi cette pathologie. Donc voilà, après vous avez, je pense aux autres dépressions réactionnelles, mais à la dépression du postpartum aussi, qui est liée à la chute hormonale post-accouchement, qui reste à surveiller chez certaines femmes. Voilà, et puis dans sa forme plus extrême, on va retrouver de la dépression dans le trouble bipolaire, qui est là une pathologie qui nécessite un traitement à vie et qui se caractérise notamment par une grande majorité de vécus dépressifs majeur, avec une alternance parfois de au moins un épisode maniaque, ce qu'on va appeler un épisode maniaque dans sa vie. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour accompagner les personnes qui vont souffrir de dysphorie de genre ? Il y a plein de choses qui existent et je pense que ce qui manque, c'est de l'information. Finalement, ou même les personnes d'ailleurs qui se questionnent tout simplement. Mais oui, ouais. Je pense qu'il y a plein d'associations qui font des tas de choses autour de l'identité de genre. Je pense alors moi, je l'ai découverte pareil dans le cadre de mes études et par l'intermédiaire d'un patient aussi. Mais vous avez là en Ile-de-France, vous avez Acceptrans, qui est une association finalement qui vient informer autant les gens qui se questionnent sur le parcours aussi à suivre, parce que ça nécessite après, ça peut nécessiter tout un parcours de soins qui propose des consultations psychologiques. Il y a, par l'intermédiaire d'autres associations aussi, qui est en lien avec Acceptrans, vous avez des groupes de parole, et ça, c'est plutôt bien, je trouve, pour les gens qui se questionnent, soit qui sont très avancés dans leur questionnement et qui s'engagent peut-être dans une démarche de réattribution de genre. Il y a tout un tas de choses qui existent. J'ai été contacté par une association qui justement proposait de subventionner les psychologues libéraux pour des accompagnements dans le cadre de transidentité ou de questionnement sur le genre, mais voilà, on n'en entend pas suffisamment parler. Et c'est peut-être là où il y a quelque chose qui manque.
parce qu'il y a plein de choses qui existent. Et justement, est-ce que vous auriez des associations à nous partager? Alors, en termes d'associations, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les associations LGBT, qui elles référencent pas mal d'autres associations qui peuvent concerner les questions du genre. Là, en Île-de-France, celle que moi je vais percevoir, c'est vraiment Accept Trans, mais vous en avez plein d'autres, et bon, je ne les ai pas forcément en tête, mais il ne faut pas hésiter à aller sur les sites, ils sont assez bien fournis. Et je vais en profiter pour rappeler des associations un peu plus générales, mais qui sont aussi très utiles, comme le 3114 en cas d'idées suicidaires, le 3018 en cas de harcèlement, et l'association Nightline si vous avez besoin de parler. Il y a des lignes d'écoute qui sont disponibles pour vous tous les jours. Et si les personnes veulent aller un peu plus loin encore dans leur transition, quelle est la démarche? Alors la démarche, elle est multiple. Déjà, quand on est confronté à des enfants, ou alors plutôt des adolescents qui souhaitent déjà entamer une démarche de transition, l'idée c'est de les orienter déjà vers un pédopsychiatre qui lui va faire le diagnostic, comme je disais tout à l'heure, de dysphorie de genre. Et dans ces cas-là, ce qui peut être mis en place, c'est des bloqueurs hormonaux. Ce qui est plutôt efficace, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a plus le développement pour les petits garçons des parties génitales, pour les jeunes filles, il n'y a plus le développement de la poitrine, etc. Donc, qui veulent s'orienter vers une transition, donc vraiment vers un changement de sexe, sachant qu'elles peuvent très bien, ces personnes, revenir en arrière. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrête les bloqueurs hormonaux, le développement hormonal reprend quasi normalement, à quelques changements près. C'est-à-dire, je crois que ce qui a été observé notamment à Amsterdam, dans les pays du Nord, où là les choses sont bien développées, ou au Canada, c'est que ça pouvait créer une légère fragilité des os. Mais en soi, il n'y avait pas non plus de grandes perturbations si le jeune venait à se rétracter sur son choix. Après, à l'âge adulte, c'est là où, moi, au vu des patients que je reçois, c'est un peu plus flou. Au niveau du parcours, il n'y a pas forcément besoin d'un avis psychiatrique, mais la première chose, c'est d'aller consulter soit un médecin généraliste qui est spécialisé sur la question de la transidentité et de la dysphorie de genre, soit d'aller consulter un endocrinologue pour une prise. Première étape, c'est la prise d'hormones. Pareil, qui peut très bien, si on n'est plus sûr de son choix et qu'à un moment donné on a envie d'arrêter, qui peut très bien s'arrêter avec très peu de séquelles. Et puis après, si on s'engage dans un parcours vraiment de changement de sexe, là, il y a toute une démarche à faire auprès de chirurgiens, esthétiques, etc. Vous avez des centres experts aussi dans certains hôpitaux qui proposent aussi des accompagnements multiples et qui accompagnent aussi vers l'opération. Est-ce que lorsqu'on réalise que notre identité de genre ne correspond pas à notre sexe de naissance, on s'engage forcément vers une transition vers ce genre qui nous correspond plus ou pas forcément? Je ne sais pas s'il y a des études ou pas pour savoir à peu près combien de personnes s'engagent sur une transition et d'autres restent dans ce corps. Il y a plein d'études effectivement qui ont lieu et notamment des études plutôt anglophones. Donc vraiment, je disais, les pays du Nord et puis au Canada où il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ce qu'on observe, c'est que plus la question de cette inadéquation entre son genre et son sexe est posée tôt, est amenée tôt par l'enfant, on voit bien que ça a tendance à quand même à rester fixe par la suite. Après, dans l'adolescence, quand il y a des adolescents qui se posent la question, les chiffres doivent varier entre 30% qui perdurent au-delà de l'adolescence pour aller vers une opération. Et pareil, ça devient beaucoup plus fixe aussi à l'âge adulte, dès lors qu'on est adulte et qu'on prend cette décision finalement. Les adultes s'engagent beaucoup plus dans cette démarche-là. Mais elle n'est pas forcément nécessaire. Vous avez des gens qui vont juste travailler sur leur ce ressenti, ce vécu, et finalement sur comment trouver une autre manière d'exprimer ce vécu-là. Et puis, vous en avez d'autres qui vont aller à la prise d'hormones, mais pas forcément passer à l'étape non plus d'opération. L'humain est multiple, finalement. Il y a autant d'histoires que de personnes. C'est ça. Est-ce que vous aimeriez faire passer un message aux personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent actuellement dans ces questionnements sur l'identité de genre? Oui, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que la souffrance, elle peut être normale. Ça peut être douloureux aussi d'être confronté comme ça, à la fois à l'incompréhension parfois de ses proches, parfois de ses camarades, de son entourage, parfois de le cacher aussi parce qu'il y a des peurs, etc. Et que il y a toujours peut-être un moyen d'en parler. Et que finalement, ces personnes, elles ne sont pas seules. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que on a beau
parfois se sentir seul, unique, à ressentir ce genre de choses, ou pas normal. Et finalement, c'est pas qu'on n'est pas normal, c'est que voilà, on vit des choses qui sont différentes et il y a d'autres personnes qui vivent des choses similaires et pas hésiter à contacter les associations finalement où là on va rencontrer des gens qui ont peut-être des parcours similaires, des vécus similaires et qui peuvent être finalement rassurants. On arrive déjà à la fin de cet échange, c'était vraiment très intéressant, merci beaucoup Jérôme. Et on va terminer avec le traditionnel blind test feeling. Donc première question, quelque chose qui vous rend heureux ou qui vous fait du bien? Alors moi, je vais rester sur la peinture, Forcément. comme lors de la première saison. Ça me fait vraiment du bien. Et puis, parce que c'est la saison là d'hiver, j'aime bien, moi, le côté, le froid très sec avec le soleil. Voilà, j'aime bien avoir cette sensation sur la peau. Et voilà, ça c'est un truc que je trouve sortir dans cette période-là où il y a un peu de soleil et il fait assez froid, ça fait du bien. Et un livre ou un film à nous conseiller? Alors, un livre ou un film à vous conseiller, je vais être très bateau, je vais vous conseiller Vaiana 2. Ah oui? Oui, je l'ai vu en fait, voilà, je vais plus trop au cinéma là pour adultes, mais en ayant des enfants en bas âge. Mais du coup, voilà, on l'a vu récemment en famille et voilà, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire intergénérationnelle aussi, je trouve. Et c'est touchant, c'est plein de bonnes ondes et ça fait du bien. Et une musique qui vous met de bonne humeur? Alors, la musique du moment qui me met de bonne humeur, je dirais... je vais citer Du temps de Mylène Farmer sur le dernier live qu'elle a fait. Voilà, je trouve que c'est une musique qui, moi, me donne la pêche. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le lien de notre précédent épisode avec Jérôme dans la description, ainsi que le lien de toutes les associations et les livres dont nous avons parlé. Nous reviendrons très vite avec de nouveaux invités pour parler sans filtre de santé mentale. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous envoyer vos commentaires et à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Santé Psy étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Production par l'Acme Productions, écriture et animation Vicky H, composition originale Léo Westphal, réalisation Simon Zrak.